que la leçon, il faut pas se perdre en fait dans son expatriation, il faut pas se perdre et toujours penser à soi et à ses propres repères. Parce que moi, j'étais un peu la moule sur son rocher. C'était super confortable parce que les week-ends, j'avais pas à réfléchir ce qu'on faisait. On faisait toujours des trucs cool. Sauf que bon, après, quand c'était à moi, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Ça m'a aussi surpris quand je suis arrivée. Je suis allée en Patagonie. Et c'est vrai que la Patagonie, ça n'a rien à voir même avec le nord de l'Argentine. C'est des forêts, c'est des lacs. Ça ressemble un petit peu à la Suisse. Il y a des gens qui partent vivre à l'étranger en suivant une opportunité, une envie irrépressible de voir autre chose, l'envie aussi de suivre ses rêves, ce qu'on s'est construit en grandissant. Et puis il y en a d'autres, comme Léopoldine, notre French expat de la semaine, qui ont grandi avec ce possible à portée de main. Léopoldine a grandi en ayant l'immense chance de voyager tout autour du monde avec sa famille. Pour elle, le voyage faisait partie des possibles et ce depuis son plus jeune âge. Puis un jour, influencée par une famille de voyageurs et de diplomates, la voilà qui décide de partir à l'autre bout du monde, en Argentine, à Buenos Aires. Dans cet épisode de French Expat que vous avez peut-être découvert il y a quelques années lors de sa première sortie et qui vient d'être remixé par notre ingénieure du son Alice Krief, Léopoldine évoque avec franchise les défis de l'expatriation. Et elle met l'accent sur une chose qui me semble très importante, l'importance de préserver son identité tout en tissant de nouvelles relations authentiques et locales. Léopoldine nous dévoile aujourd'hui comment sa décision de partir vivre à l'étranger l'a poussée à se reconfigurer, faisant face à ce qu'on appelle un wake-up call, une épiphanie relative à son indépendance. Léopoldine discute des pressions sociales liées à l'âge et à la carrière et partage sa manière de transformer ses difficultés en expériences positives. Au cours des presque 300 derniers épisodes, on n'a pas beaucoup exploré l'Amérique du Sud. Et j'espère que vous allez apprécier cette plongée culturelle au cœur de l'Argentine en compagnie de Léopoldine. Moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail et notre indépendance éditoriale, n'hésitez pas à vous abonner sur frenchmorning.com. Allez, c'est parti. Alors, j'ai 28 ans, je viens de Paris. Je suis née et j'ai été élevée dans le 15e arrondissement de Paris. Je suis actuellement coach de vie et mentor pour expatriés. Mais avant, je travaillais dans les technologies, en particulier les applications mobiles, qui est une de mes passions. Mais depuis l'année dernière, j'ai arrêté d'être salariée. Une véritable reconversion, on dirait. En tout cas, d'après mes notes, d'après ce que j'ai compris, il me semble que tu as quand même pas mal voyagé, que l'Argentine et l'Allemagne, c'est que finalement la partie visible de l'iceberg. Est-ce que l'envie de partir à l'étranger, de partir en voyage, même d'ailleurs pas forcément à l'étranger, de découvrir un peu la vie ailleurs de chez toi, c'est une flamme un peu, je dirais, que tu as entretenue depuis que tu étais petite fille, ou est-ce que c'est une révélation qui est venue à toi, je sais pas, en faisant tes études, en grandissant ? Oui, je pense que j'ai toujours été attirée par les voyages, j'étais passionnée quand j'étais petite par les animaux d'Afrique. Je voulais être vétérinaire des animaux d'Afrique. J'adore les singes, les éléphants, etc. Et puis dans ma famille aussi, il y a une culture du voyage. Mon grand-père est amiral de la marine, donc il a beaucoup voyagé. Il est aussi écrivain de la marine, donc il a écrit beaucoup sur ses voyages dans le Pacifique, par exemple. Une culture vraiment dans ma famille avec plusieurs personnes qui travaillent dans la diplomatie aussi. Donc, toujours, qui racontaient des voyages. Moi, particulièrement, j'ai pas de souvenir vraiment d'avoir voyagé très loin avec ma famille. On allait l'été en Bretagne. Donc, j'étais très contente de ça. C'était plus par des documentaires, des livres, des récits que j'entendais dans ma famille qui m'ont donné envie de voyager par la suite. Et puis on a l'impression que dans ta famille, de ce que tu décris, vivre à l'étranger fait complètement partie du champ des possibles. Tu vois, il y a des familles où vivre à l'étranger, ça paraît complètement extraordinaire et même peut-être un peu hors d'atteinte.
chez toi, c'était peut-être presque normal, en fait, un passage assez commun, finalement. Exactement. C'est marrant que tu mentionnes ça parce qu'effectivement, ce champ des possibles et vraiment cette idée que c'est la même chose en fait d'habiter proche, loin de sa famille, en France ou à l'étranger. C'est vraiment une chance que j'ai eue. Je m'en suis rendu compte assez tard d'ailleurs dans mon expatriation. Quand je réfléchissais, je me suis dit waouh, en fait j'ai vraiment de la chance parce que c'est normal un peu pour ma famille. Et je me souviens que j'avais une grande appréhension quand j'ai dit à ma grand-mère que je voulais repartir vivre à l'étranger pendant longtemps, quoi. En gros, je lui ai dit, je lui ai annoncé que j'allais partir pendant longtemps. J'avais un peu cette culpabilité d'abandonner peut-être ma famille, d'abandonner ma grand-mère. Et justement, la chance que ma grand-mère m'ait dit, mais non, pas du tout. Tu sais, ton grand-père, il est parti, ton oncle, etc. Et de faire que même des générations précédentes, comme ma grand-mère, avait cette ouverture d'esprit et cette chance, elle aussi, d'avoir vécu ça. Voilà. Non, mais c'est clair que c'est hyper précieux d'avoir un entourage, en fait, un environnement qui te soutient et même qui te pousse à le faire. Parce que la culpabilité de l'expat, qu'on parte à court terme ou à long terme, c'est un vrai sujet. C'est vraiment pas facile. Ça peut aussi apparaître une fois qu'on est là depuis un moment. C'est mon cas actuellement. On pourrait en faire tout un épisode, sincèrement. D'ailleurs, on le fera peut-être. Enfin bref, en tout cas, donc là, le début de ton histoire d'expatriation, nous voilà en 2012. Tu es en 3e année de licence d'économie à Dauphine. Et qu'est-ce qui se passe alors ? Donc, en 3e année de licence à Dauphine, on a la possibilité de partir à l'étranger pendant 6 mois ou 1 an. C'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui font le choix aussi de rester et faire leur 3e année à Paris. Moi, il faut savoir qu'en fait, j'avais vraiment choisi Dauphine en sachant qu'il y avait cette année où je pouvais partir à l'étranger. Donc, depuis la terminale, j'avais tout fait pour rentrer à Dauphine. Enfin, j'ai toujours prévu très longtemps, avec beaucoup d'avance, mes projets. Donc voilà, donc j'ai eu la possibilité de choisir 3 pays, soit pendant 6 mois, soit pendant 1 an. Donc moi, j'ai choisi exclusivement 1 an. Je leur ai dit, c'est vraiment pour moi, je préfère partir dans mon 3e choix pendant 1 an que mon premier choix pendant 6 mois. Ah ouais, mon idée, c'était vraiment... Ouais, j'avais vraiment envie de partir longtemps et assez pour que ce soit une vraie expérience. Donc j'ai choisi que des pays d'Amérique latine et d'Amérique latine vraiment au sud. Donc j'ai choisi l'Argentine, le Chili, l'Uruguay. L'idée pour moi, c'était non seulement de partir très très loin, un endroit où peut-être ma famille qui justement voyageait tellement n'était pas allée, avoir mon expérience à moi dans un pays que personne dans ma famille ne connaît, et aussi apprendre l'espagnol. Tu parlais déjà espagnol avant de partir ? J'ai étudié au collège, en seconde langue, mais je voulais vraiment perfectionner mon espagnol. Et je me suis dit, l'Espagne, c'est trop proche. Et je connais un petit peu, et ma famille connaît. Et j'avais un peu vraiment ce truc, un peu d'adolescence et un peu de rébellion, ou de vouloir vraiment tracer ma propre route et faire quelque chose d'exceptionnel. Et donc voilà, je me suis dit, le plus loin possible sur la carte, qui parle espagnol. J'avais envie d'avoir mes propres histoires, de pouvoir enseigner quelque chose à ma famille et d'avoir vu des choses que eux n'avaient pas vues parce qu'ils ont eu beaucoup de chance de voir plein de choses. Mais pour moi, c'était toujours peut-être, déjà vu. Hein, on sait déjà, ok, elle nous raconte une histoire, on connaît. Là, c'était vraiment partir à l'aventure. C'était une aventure supplémentaire d'être la seule de la famille à avoir vécu ça. Et alors du coup, quand cette 3e année s'est présentée à toi, j'ai l'impression que tu n'as pas hésité vraiment une seule seconde. Je crois aussi me souvenir que tu disais sortir d'une dépression à ce moment-là, c'est ça ? Oui, exactement. Alors j'ai eu, quand j'étais au lycée, j'ai eu des moments difficiles en termes de santé mentale, de troubles de l'alimentation, etc. Et en fait, pour moi, c'était aussi une façon de partir sur une nouvelle base, dans un endroit qui ne me connaissait pas. Personne ne me connaissait, je pouvais être qui je voulais en fait. Et partir loin aussi de mes problèmes peut-être relationnels, de mes problèmes dans la famille, etc. De me dire, ok, ce moment-là, ça va être un renouveau. Et ça a vraiment été comme ça que j'ai abordé mon expatriation. C'est-à-dire, je vais avoir 20 ans, je vais dans un endroit que personne ne connaît, je ne parle pas la langue, personne ne sait qui je suis. Tu sais, à Paris, pour moi, c'était beaucoup dans quel lycée t'as été, quelle marque t'as, des trucs comme ça un petit peu autour de moi. Des choses auxquelles je m'identifiais pas du tout. Donc là, je me suis dit, les gens, ils vont me voir arriver et la seule étiquette que j'aurai, elle s'appelle Léopoldine et elle est française, quoi. Et le reste, c'est moi qui choisis.
À nouveau, je pense que c'est quelque chose d'assez précieux tout ça. Et alors, tu vois, bon, moi, j'ai pas vécu à l'étranger étant petite, mais j'ai beaucoup déménagé et je l'ai souvent fait dans le même état d'esprit que toi, au sens où je pouvais réécrire mon histoire, la réinventer. Donc, ça résonne particulièrement en moi. Comment est-ce que tu t'es du coup préparée à ce grand départ ? Quand j'y pense, enfin, j'étais vraiment c'était rêve éveillé, beaucoup de visualisation. Je passais mon temps sur Google Images. Vraiment, j'ai passé beaucoup de temps, chercher des photos de Buenos Aires. J'écoutais de la musique. J'aime beaucoup le tango électronique, même avant de partir en Argentine. Donc, j'écoutais Cotan Project. En plus, c'est un groupe avec des Français, donc c'était quelque chose que je connaissais déjà. Donc, j'écoutais vraiment des musiques un peu tango, voilà, des images, et je me faisais des idées. Et puis ensuite, j'ai commencé à rentrer vraiment dans le feu de l'action, c'est-à-dire essayer de trouver un logement, essayer de comprendre comment serait ma vie là-bas. Mais j'avoue que j'avais la chance quand même que l'université, mais déjà, ils m'ont pas trouvé un logement, mais bon, je savais où j'allais atterrir. Et ça, c'était quand même assez confortable. On reviendra peut-être dessus plus tard, mais ensuite, je suis retournée en Argentine plus tard, où là, j'avais vraiment zéro plan. Ma première arrivée à Buenos Aires, j'avais la chance de savoir que j'allais dans une université et ensuite chercher dans quel quartier il fallait habiter, etc. Des blogs, beaucoup de blogs d'expatriation. Mais je connaissais personne, donc j'ai beaucoup découvert sur place aussi. J'avoue que c'était un peu l'aventure. Quand je suis arrivée, j'avais pas grand-chose de prévu. On est arrivé, ma sœur m'a accompagnée pendant 2 semaines à mon arrivée et c'était super. Elle habitait à New York à l'époque, donc elle est venue depuis New York. On s'est retrouvés à Buenos Aires. On était dans une auberge de jeunesse où il y avait une fenêtre qui était cassée, il faisait 5 degrés. Enfin, c'était vraiment l'aventure. Et puis au fur et à mesure, voilà, faut se débrouiller, trouver l'appart. Une fois que j'ai l'appart, pour moi, c'est très important, les appartements. Une fois que je me suis sentie bien dans mon appartement, je me suis dit, OK, maintenant, je vais pouvoir découvrir le reste. Alors du coup, donc à part Google Images, tu ne connaissais pas grand-chose de l'Argentine avant d'y arriver. Tu t'attendais à quoi ? Tu t'imaginais quoi ? Et peut-être même, tu avais hâte le plus à quoi ? De découvrir quoi ? Alors déjà, je m'attendais... j'étais extrêmement... Donc du fait que j'avais nourri mon envie de Buenos Aires avec du tango et des photos Google Images. Donc déjà, je m'attendais à un truc qui n'est pas du tout la réalité. Donc moi, j'avais l'impression que j'allais arriver dans un quartier avec... des gens qui dansent du tango, tu vois, comme si c'était un peu à l'époque de Carlos Gardel. Enfin, j'étais dans un total cliché. En fait, je me suis rendu compte que c'est une ville qui est très cosmopolite, très moderne, qui, bien sûr, il y a des quartiers où c'est le quartier du tango, le quartier de la tradition, mais en fait, c'est juste une ville moderne, une capitale. Donc c'est vrai que tout ça, pour le coup, ça m'a un peu chamboulée. Je me suis dit, ah oui, ok, c'est pas du tout l'idée que j'en avais. Je m'étais promis que j'allais apprendre à danser le tango. Je suis restée 6 ans en Argentine. Je ne sais pas danser le tango. Ah, merde. Du tout. Ah ouais, non. Ça, c'est le fail total. Mais donc ça, pour ce qui est plus de l'ambiance, voilà, je m'attendais à quelque chose qui n'était pas du tout la réalité. J'ai été très agréablement surprise, en fait, de découvrir que c'est bien plus qu'une ville de tango. Donc voilà. Et puis ensuite, pour tout ce qui est expatriation, je m'attendais donc, comme je te disais, à avoir cette espèce de renouveau, de page blanche où je pouvais être qui j'étais. Et en fait, au lieu de m'échapper de moi-même, je me suis retrouvée vraiment face à moi-même, plus qu'à Paris, en fait. Intéressant. Comment t'expliques ça ? Donc en fait, tu vois, donc moi mon idée c'était j'étais peut-être dans un mal-être, je voulais m'inventer, me créer en tant qu'adulte, on va dire, on peut dire ça comme ça. Et puis en fait, c'était pas une page blanche, c'était juste me retrouver moi-même, parce que quand t'arrives dans un groupe où tu connais personne, ou quand t'arrives dans une ville où tu dois assurer ta propre sécurité, par exemple une ville comme Buenos Aires qui n'est pas qui a des problèmes de sécurité, surtout pour les filles aussi. En fait, j'ai appris à me connaître au lieu de me recréer. J'ai appris à connaître qui j'étais moi-même à l'instant présent, et c'était encore mieux que créer une nouvelle personne. Parce que je me suis regardée d'un nouvel œil, tu vois. Je me suis dit, waouh, j'arrive à faire tout ça. J'ai commencé à être vraiment fière de moi. Je me suis débrouillée. Et du coup, c'était pas une échappée, c'était plutôt une retrouvaille, tu vois, avec qui j'étais à l'époque. T'étais vachement jeune en plus quand t'es partie, non ? T'avais quoi, 19, 20 ans ? J'avais 19 ans. Ouais, c'est hyper jeune. Enfin, pour partir à l'autre bout du monde, je sais que ça fait un peu vieille de dire ça, mais en même temps, écoute, faut assumer. Mais franchement, chapeau, quoi. Moi, j'avoue que c'est un peu une de mes craintes. Élever un enfant dans un cadre international, c'est qu'il parte hyper loin de moi, quoi. Quand j'y pense, je me dis, waouh, si jamais mes enfants, ils ont 19 ans, ils veulent partir dans un pays si loin,
où ils parlent pas vraiment la langue, je vais flipper, quoi. Moi, je l'ai fait, je sais que c'est une des meilleures expériences de ma vie, donc il faudra que je les laisse partir. Mais... Ouais, non, c'est hyper dur. Écoute, on se donne rendez-vous dans 20 ans. Hein. J'avoue que moi, tu vois, avec le recul, maintenant, ça va faire 10 ans que je suis partie. Je crois sincèrement qu'en tant que parent, je serais incapable de supporter ce que j'impose à ma famille, en fait. Et ce dont je prends conscience maintenant que je suis maman. Bon. Ouais, je suis totalement d'accord. Donc, a priori, tu tombes quand même complètement amoureuse de ce pays que tu ne connaissais que par Google Images au début. Tu arrives donc en plein hiver, hein, c'est ça, pendant notre été dans l'hémisphère nord. Tu peux nous donner une idée, du coup, ça ressemble à quoi l'hiver à Buenos Aires ? Il faisait assez froid, ça faisait bizarre, effectivement, ça faisait bizarre. Et je suis tombée directement dans le bain de l'expatrié qui habite dans un hémisphère différent de son pays d'origine, c'est-à-dire que moi, je me caillais à Buenos Aires et je voyais tout le monde sur Facebook mettre des photos de piscine, de plage et d'apéro au soleil. Et ça, c'est assez rigolo parce que je trouve que ça fait partie aussi de l'expérience vraiment des expatriés d'être en décalage. Et ça, c'est pas anodin parce que même d'un point de vue psychologique aussi ou d'un point de vue relationnel avec ses amis du pays d'origine, on n'est pas dans le même esprit en même temps. Bien sûr. Et ça, c'est merveilleux. Hein. C'est aussi connaître Noël où il fait 36 degrés, le Nouvel An où on fait la fête dans la piscine. Ça, c'est trop, trop bien. Mais c'est vrai que l'arrivée en juillet où il faisait très froid, je n'étais pas préparée. En plus, j'avais un autre un peu cliché dans ma tête, c'était que l'Amérique latine, un peu cliché Amérique centrale, quoi. Il fait pas froid. Alors qu'à Buenos Aires, il fait froid en hiver. Mais n'empêche que c'est un vrai sujet et c'est pour ça que je te demande justement de me décrire l'hiver à Buenos Aires en Argentine, puisque je crois que dans les médias, le cinéma, les séries, la musique, enfin tout en fait, toute la pop culture, tout ce qu'on voit, les infos même, on voit pas l'Argentine froide en fait. On nous véhicule cette image complètement surréaliste finalement quand tu y penses, puisque si tu te poses 2 secondes, t'es pas si loin du pôle, donc forcément t'as des saisons plus marquées et donc forcément t'as un hiver. Mais je pense que j'aurais été dans le même bateau que toi en fait, en débarquant en juillet, en ne m'attendant pas à un hiver vraiment particulièrement froid. Exactement, et c'est vrai que j'ai découvert aussi la beauté de la diversité des pays de l'Amérique latine qui sont tellement différents. Et c'est vrai que ce soit l'Uruguay, le Chili ou l'Argentine, c'est des pays qui sont extrêmement au sud. C'est des pays qui ont des terres australes et qui ont aussi une végétation. Et ça, c'est vrai que ça m'a aussi surpris quand je suis arrivée. Je suis allée en Patagonie et c'est vrai que la Patagonie, ça n'a rien à voir avec Tulum, les Caraïbes, même avec le nord de l'Argentine. C'est des forêts, c'est des lacs, ça ressemble un petit peu à la Suisse. D'ailleurs, il y a aussi des chalets et puis une immigration aussi qui vient d'Allemagne et de Suisse. Et donc, c'est vrai que t'as pas l'impression, quand t'as le cliché un petit peu de l'Amérique latine où tous les pays se ressemblent. En fait, le cliché de l'Amérique latine, je pense que c'est lié à une vision de l'Amérique centrale. Mais l'Argentine, oui, c'est un pays bien au sud et donc où il fait froid. Plus tu vas au sud, plus il fait froid. Ouais, tout à fait. Du coup, comment se passe cette soi-disant année d'études ? Je dis soi-disant puisque tu étais partie à la base pour 1 an, mais on le sait maintenant, tu es restée plus longtemps. Tu peux nous raconter un peu ? Alors du coup, donc cette première année, franchement, c'était absolument génial. J'étais dans une université publique, donc j'ai eu la chance de rencontrer des personnes de tout horizon, de tout milieu, beaucoup d'étrangers aussi qui étaient avec moi. Je me suis fait des amis tout de suite. Les Argentins sont super accueillants vraiment et très curieux des étrangers. Peut-être que parce que l'Europe est si loin de leur pays, du coup quand t'es européenne, surtout quand t'es une fille et que t'es française, franchement c'est tout le monde veut t'aider, voilà. Il y a cette petite injustice, peut-être les garçons ils ont pas la même expérience, mais quand t'es une fille en Argentine et que t'es française, vraiment tout le monde est très gentil avec toi. Je me suis fait directement des amis. J'avais décidé aussi de pas trop rester avec des Français. Parce que je voulais vraiment devenir bilingue, donc je voulais absolument parler espagnol tout le temps. Donc, je me suis fait des amis argentins, colombiens, enfin vraiment que des personnes avec qui je parlais 100% espagnol. Et puis, ça m'a permis de découvrir la culture beaucoup plus vite, en fait. Parce que du coup, je passais le week-end à faire des activités locales, aller dans des endroits de personnes locales,
à parler local. Ils m'ont appris à parler, en fait, parce que l'espagnol d'Argentine est très différent de l'espagnol qu'on apprend en France. Donc, j'ai dû réapprendre beaucoup de choses. C'est extrêmement différent. Donc, voilà, ça a été vraiment pour moi un accéléré. Je pense qu'en un an, en étant avec 100% des personnes locales, c'était un accéléré. J'ai appris des choses de la culture qui vont au-delà de ce qu'on voit. Je sais pas, par exemple, je regardais les infos avec des amis ou avec mon copain de l'époque qui est argentin. Et je regardais les infos le soir à la télé et en fait, il m'expliquait. Donc, j'ai appris très vite des choses de la politique, la corruption, la société, même des trucs beaucoup moins intello. C'est-à-dire que je regardais télé-réalité. Alors ça, j'en suis mais archi convaincue, moi aussi. La pop culture, c'est le plus difficile à appréhender, à apprivoiser et à garder, à vraiment s'approprier, en fait. Un minimum, bien sûr. Je crois que l'humour, ça s'apprend. Et c'est quelque chose que nous, Français, en tout cas moi, j'ai mis énormément de temps en fait, à comprendre et à accepter que je peux pas comprendre les blagues, que ça s'apprend parce qu'il me manque une tonne de références. Et c'est hyper précieux, à nouveau, d'avoir en fait, un local qui va faire l'effort de t'aider à le comprendre, de t'aider à l'apprécier en fait, et à l'apprendre tout simplement, quoi. On n'apprend pas à être drôle, mais on apprend à comprendre les références culturelles communément acceptées là où on est. Ouais, exactement. Ça, c'est vrai que, et tu vois, la pop culture, en fait, c'est aussi un moyen de se faire des connexions ensuite, parce que du coup, quand j'allais dans des soirées, non seulement c'était plus facile pour moi de comprendre de quoi les gens parlaient, ou les filles, parce que j'avais un petit peu de mal à connecter avec des filles argentines. Mais je peux comprendre, je sais, je le vois moi-même. Enfin, quand on est dans son pays d'origine, bon, on a ses copines du lycée, ses copines de la fac. Et du coup, j'avais un peu de mal à connecter avec les filles argentines. Je n'ai toujours pas vraiment compris pourquoi c'était si difficile au début. Mais du coup, d'avoir des sujets de conversation un peu légers qui pouvaient leur montrer que je faisais un peu partie des leurs, entre guillemets, ça m'a beaucoup aidé. Et puis l'humour, c'était une des choses qui me stressait le plus parce que j'adore rigoler vraiment. Ma personnalité, c'est de faire tout le temps des blagues, de charrier, etc. Et quand on parle pas couramment la langue, on se dit comment je vais pouvoir être authentique. Et cette idée que j'avais une fois de plus vraiment d'être authentique, d'être moi-même, de repartir sur qui j'étais vraiment, il fallait inclure l'humour, quoi. Donc d'avoir mes amis qui m'ont aidé à apprendre des mots, à apprendre un peu l'humour local, ça a été vraiment précieux et top, quoi. On a passé des super soirées où franchement j'ai réussi à faire rire des gens. Là je me suis dit ok, c'est bon. Ah non mais attends, ça c'est une des plus grandes victoires d'immersion et d'intégration, je trouve, d'immersion culturelle, quoi. Bravo. J'allais te demander, tu disais que tu voulais pas trop passer du temps avec des Français pour au moins devenir bilingue et vraiment t'immerger dans la culture locale. C'est souvent un souhait, mais c'est pas toujours facile en fait de le réaliser. Je pense notamment lorsqu'on vient en échange en tant qu'étudiant, puisque les communautés d'étudiants internationaux sont très accueillantes et savent nous trouver. Des fois, c'est beaucoup plus facile finalement d'aller passer du temps avec ces personnes-là qui ont pour beaucoup des centres d'intérêt un peu similaires aux nôtres. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi et est-ce que tu as des tips peut-être à partager ? Ouais, alors c'est vrai que ça d'ailleurs c'est un sujet qui a un petit peu évolué ensuite au fur et à mesure de mon expatriation. C'est-à-dire que au début j'étais vraiment en esprit je ne vais pas me mettre avec des Français donc pour apprendre la langue. Donc par exemple, qu'est-ce que j'ai fait ? J'essayais vraiment entre deux cours d'aller parler aux personnes de ma classe et pas de me retrouver avec les autres étudiants. Je me suis pas non plus coupée de la communauté étudiante française et internationale de Buenos Aires, mais j'essayais au maximum de sortir de ma zone de confort, de pas avoir peur. Si j'avais, par exemple, 2 invitations, je choisissais celle où c'était chez des personnes, chez des Argentins. J'allais aussi, par exemple, dans des cours. J'ai vraiment fait en sorte d'aller dans des cours, par exemple, de danse, de peinture, des cours de sport. Voilà, vraiment me mettre là où il y avait des groupes, là où je pouvais en fait rencontrer des personnes. C'était un peu ma façon de faire, on va dire. Ensuite, par la suite, je me suis quand même rendu compte que ça faisait du bien et c'est quand je suis restée vraiment plus longtemps que j'ai commencé à me reconnecter au français. Et là, ça m'a fait aussi du bien. Donc, je dirais, il faut trouver le juste milieu et puis essayer de créer ses propres opportunités en choisissant vraiment consciemment. Donc, moi, je me suis vraiment demandé où est-ce que je vais trouver des personnes locales qui partagent les mêmes intérêts que moi. Et donc, c'est comme ça que je me suis inscrite à la danse, inscrite à la peinture, etc. Ce serait pour moi le type, c'est de se dire, c'est de réfléchir en fait vraiment quelles sont les personnes que je voudrais rencontrer et où est-ce que je vais les trouver.
Et ça paraît un petit peu mécanique peut-être au début, de se dire ok, je vais aller pêcher entre guillemets des gens avec qui je vais bien m'entendre, mais en fait c'est comme ça que ça marche. Enfin, c'est comme ça en tout cas que ça a marché pour moi, quoi. Super intéressant. Ensuite, il y a une anecdote quand même un peu rigolote, c'est que ma meilleure amie, je l'ai rencontrée dans un bar où j'étais allée avec un ami français et elle était assise à la table d'à côté et on n'était pas du tout partis pour se parler. J'étais partie pour parler en français avec mon pote pendant toute la soirée. Et puis en fait, voilà, on a commencé à échanger et l'ouverture d'esprit que j'avais à l'époque de vraiment connecter avec des personnes de façon authentique. Et ben voilà, on a commencé à parler, puis maintenant c'est ma meilleure amie. Donc elle est cubaine, mais elle habite à Buenos Aires depuis 10 ans. Donc voilà, donc parfois il y a les stratégies conscientes d'aller chercher vraiment les personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et puis parfois il y a aussi l'ouverture d'esprit de se dire ok, je suis ouverte à faire des rencontres. Et ça c'est important. Alors du coup, cette première année universitaire se passe. Comment et quand, en fait, est-ce que tu décides de rester ? Quelles sont les décisions que tu dois prendre ? Comment ça se passe ? Tu peux nous raconter ? Donc j'avais vraiment pour plan, c'était 1 an d'échange avec Dauphine et ensuite il fallait que je rentre faire ma première année de master à Dauphine. Il se trouve qu'à l'époque, j'étais en couple avec un Argentin. J'avais tellement aimé mon année, je m'étais tellement bien intégrée que j'avais vraiment aucune envie de rentrer en France. En plus, je n'étais pas rentrée en France du tout de toute l'année, hein, même pour Noël ou quoi. Il y avait beaucoup de personnes dans ma situation qui étaient rentrées en France, mais moi, j'avais décidé de rester en Argentine. J'avais pas vu ma famille pendant 1 an, donc pour moi, j'étais stressée, quoi. Ma maison, c'était devenu Buenos Aires, c'était plus Paris. Je suis quand même rentrée pour faire mes 8 mois, c'était 8 mois de master à Dauphine, avec toujours la tête en Argentine, toujours calée sur les horaires argentins, donc le décalage horaire, je passais ma vie sur WhatsApp à parler avec mes copains et tout. Décalage horaire, j'arrivais, j'étais crevée en cours parce qu'en fait, ma tête était restée vraiment en Argentine. Et puis dès que j'ai pu le dernier jour de cours, où ensuite il fallait commencer l'année de césure, j'ai repris un vol et je suis repartie à Buenos Aires. Ok, donc tu y retournes, mais alors d'un point de vue purement logistique et même administratif, je dirais, tu peux y retourner comme ça, sans job, c'est quoi du coup ton visa, comment ça se passe ? Alors là, c'est la grosse galère de mon expatriation, c'est que donc la première année, j'avais tout qui était un petit peu sorted out, quoi. On va dire, l'université m'avait tout préparé, j'avais quand même des papiers à faire moi-même en présentiel, bien sûr. En Argentine, parce qu'il faut savoir que on peut pas avoir le visa argentin depuis la France, faut le faire directement en Argentine. Donc maintenant, bon, les choses se sont digitalisées, mais à l'époque, c'était quand même une bonne galère. Mais Dauphine était derrière moi, j'avais tous les papiers, ça allait, j'étais étudiante. Donc niveau visa, c'était facile. Quand j'y suis retournée, c'était pour faire ma césure, pour trouver un stage. Donc un stage, une convention, donc c'est pas les mêmes systèmes. On peut pas avoir une convention de stage d'une entreprise argentine pour une université française, ça n'a rien à voir. Donc là, ça a commencé à être le début des galères. Je me suis inscrite à la faculté de Buenos Aires publique, donc gratuite, pour pouvoir avoir un statut entre guillemets d'étudiante et ensuite pouvoir faire un vrai stage à l'Argentine, donc un stage conventionné par mon université de Buenos Aires avec mon entreprise argentine. Donc faire vraiment tout local, quoi. Seulement, je me suis rendu compte que les stages en Argentine sont des stages à mi-temps. Et moi, Dauphine me demandait un minimum d'heures de stage qui ne correspondait pas du tout. Donc, mon plan, ma petite magouille, entre guillemets, mon plan de faire tout local n'a pas du tout fonctionné. Donc, je me suis retrouvée à chercher toujours un stage sans pouvoir vraiment dire que c'était un stage. Donc, grosso modo, je demandais juste à des entreprises de prendre une personne inexpérimentée en CDI. Voilà, et c'était très compliqué. Comment t'as fait ? Donc en fait, j'ai réussi grâce à une erreur d'une RH. En fait, au début, donc j'avais trouvé un stage chez L'Oréal, mais comme je n'avais pas le visa à temps, je n'ai pas pu commencer mon stage, donc je me suis fait virer, on va dire. Enfin, j'ai jamais commencé le stage. J'ai trouvé une entreprise par un ami de mon ex-beau-père. Et puis ils me disent, ok, bah pas de souci, très bien, on va te faire donc en espèce de CDI. Un espèce de CDD, pardon, et puis on va te faire le visa. Et puis quand ils commencent à me poser des questions pour faire le contrat d'embauche, que j'avais d'ailleurs déjà signé, mais ils commencent à me poser des questions sur la mutuelle, etc. Moi, je dis, je suis désolée, mais je débarque, moi, j'ai rien du tout.
et ils se rendent compte qu'en fait, ils n'avaient pas du tout les papiers, j'avais pas le visa qu'il fallait, etc. Donc, à cause de cette erreur-là, ils ont dû faire toutes les démarches eux-mêmes, qui leur ont coûté très cher. Ils ont dû prendre même un avocat de l'immigration. Ouais, en fait, pour eux, c'était un peu l'escalade de l'engagement parce que moi, j'avais passé tous les entretiens, on avait déjà un peu signé le contrat, enfin, tout était prêt. Et puis, c'est vraiment au dernier moment, quand ils voulaient m'inscrire à la sécurité sociale, un truc comme ça, à la mutuelle, je sais plus, que là, ils se sont rendus compte que j'avais pas du tout les papiers qu'il fallait. Donc là, j'ai vraiment eu de la chance parce que c'est pour ça qu'en fait, c'est très dur de trouver un stage en Argentine quand on n'a aucun visa, aucun statut. J'ai eu de la chance et que vu qu'ils s'étaient trompés, ils se sont engagés. Donc, ils ont fait toutes les démarches. Il faut demander au ministère de l'immigration. Ah ouais, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance et c'était pour moi, je me suis dit c'est un signe, hein, c'est qu'il fallait que je reste en Argentine pour travailler. Puis une fois, la chance que j'ai eue, c'est qu'ils m'ont pas fait un visa, un petit visa à durée courte en fait. Ils m'ont vraiment inscrit comme travailleuse immigrée en Argentine. Ah, le pied ultime, quoi. Donc, tu n'étais pas attachée à un employeur en particulier, tu pouvais vraiment trouver le job que tu voulais, quoi. Exactement. Ça, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Du coup, là, quand tu es revenue cette fois-ci en Argentine, tu avais ton chéri argentin. Tu es revenue dans quel état d'esprit, du coup? Est-ce que je reviens pour un an, pour cette année de césure, pour mon stage, ou est-ce que j'essaye de m'y installer pour de bon? Alors, je m'étais dit, je viens pour de bon. Il fallait quand même que je fasse mon Master 2. Donc, je m'étais dit, je vais faire mon stage et puis ensuite, je vais trouver un bon master en Argentine. J'avais commencé à chercher et puis, en fait, je me suis rendu compte quand même que la valeur des masters en France était quand même différente, malheureusement, de la valeur des masters que moi, j'avais trouvé en tout cas, auxquels j'avais accès. Et je me suis dit, si je reste en Argentine, ok, je fais un très bon master et ça va être super pour moi, voilà. Et je connais même d'ailleurs des personnes qui n'ont pas fait de Master 2, qui ont déménagé en Argentine aussi comme expatriés, et qui n'ont pas fait de Master 2. Et en Argentine, on peut trouver du travail sans Master parce que pour eux, la licence dure 5 ans. Donc, en fait, ce qu'ils appellent licence, c'est 5 ans d'études quand même. Donc, un Master, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement top, qu'il faut faire si tu veux avoir très, très, très avancé. Donc, en fait, j'aurais pu même ne pas faire de Master 2 et avoir un très bon travail en Argentine. Mais comme je pense toujours au long terme, je me disais, OK, peut-être dans 10 ans. À l'époque, je me disais vraiment, je reste 10 ans ici, j'ai mes enfants avec mon copain, etc. Et je me suis dit, mais si je veux voyager ailleurs, malheureusement, c'est pas comme ça dans le reste du monde. Il faut quand même avoir un master degree ou un master, voilà. Donc, au final, je suis restée pour ma césure. Ensuite, je suis retournée à Paris. J'ai fait une fois de plus 8 mois, les 8 mois de mon master à Dauphine. Et pareil, le dernier jour, le lendemain, mes valises étaient prêtes et j'avais tout préparé. Je suis retournée en Argentine. Donc vraiment, c'était... j'ai presque pas de souvenir, en fait, de ces petits moments où je rentre en France. Tellement j'étais à fond, ma tête, tout, ma tête, mon cœur, mon esprit, tout était en Argentine, même les quelques moments où je suis rentrée en France. Ah bon? Tu te souviens de rien? Est-ce que tu pourrais me raconter quand tu allais visiter le musée Beaubourg à Paris pendant ces séjours en France? Ça te dit toujours rien? Alors, du coup, donc ça, c'est une illustration qui montre bien qu'en fait, j'ai commencé à devenir plus argentine que française dans ma tête. Quand j'allais à Beaubourg, il y avait, en tout cas à l'époque, je me souviens que pour l'âge que j'avais, il y avait un discount pour les jeunes étrangers hors Union européenne. Et comme moi, j'avais la chance d'avoir une carte d'identité argentine, puisque mon travail m'avait fait un visa de folie, j'étais résidente argentine, et je parlais avec un accent pour me faire passer pour une Argentine et pour avoir le tarif préférentiel dans les musées, en particulier au Centre Georges Pompidou à Beaubourg à Paris. Et j'y allais avec des amis argentins qui, eux, étaient en échange en France. Et vraiment, je faisais partie du groupe, quoi. Plus d'une fois, quand c'était utile, je présentais ma carte d'identité argentine à la place de ma carte d'identité française. Et ça passait super. Je me retrouve complètement là-dedans. Grande fierté, du coup, j'imagine, de pouvoir te faire passer pour une Argentine dans ton propre pays. Ouais, exactement. Pour moi, c'était vraiment, j'avais réussi mon objectif. Et puis, c'était aussi une façon de rendre hommage un petit peu. C'est pour ça que je voulais tellement me fondre à la culture. C'était parce que pour moi, c'était une façon de rendre hommage, de remercier, entre guillemets, le pays qui m'avait permis de vivre autant de belles aventures, de beaux voyages et de développement personnel. Je me suis dit, je me dois de m'adapter au plus possible à cette culture.
Alors du coup, on fait taire un peu quelques clichés sur la météo, on essaie de mieux comprendre les Argentins, comment ils vivent, comment ils fonctionnent, mais ça ressemble à quoi Buenos Aires en fait? Là, si je ferme les yeux, est-ce que tu peux m'amener avec toi à Buenos Aires? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais entendre, sentir, ressentir? Alors, je vais te faire voyager. Buenos Aires, c'est une ville qui est en bordure de rivière dans le delta du Rio de la Plata. C'est une ville qui est bordée par des ports très industriels avec des porte-conteneurs, etc. Donc, tu sens que tu es à côté du fleuve. Tout le monde parle tout le temps du fleuve et il y a des gratte-ciel. Donc, parfois, tu as la chance d'habiter dans un immeuble très, très haut où tu vois le fleuve. Mais quand tu es dans la ville, tu ne le vois pas. Donc, tu n'as pas l'impression d'être au bord de la mer, entre guillemets, parce que comme c'est un delta, ça fait un peu la mer parce que tu vois rien d'en face, quoi. Et donc Buenos Aires, c'est une ville avec beaucoup de verdure. Il y a beaucoup de parcs. Donc là, je te décris en fait la partie où la plupart des personnes expatriées vont à Buenos Aires et c'est, je dirais, 1/3 de la ville. 2/3 de la ville, c'est très résidentiel, très local. Il y a des endroits peut-être où on n'irait pas, on va dire. Donc, je te décris Recoleta, Palermo, c'est des grands parcs, des grandes avenues, des grandes avenues qui traversent littéralement toute la ville. Il y a beaucoup de voitures, beaucoup d'animations, des bus. Les bus à Buenos Aires, ils sont magnifiques. J'invite tout le monde d'ailleurs, si vous êtes intéressé par la culture, de regarder les bus parce que les bus sont décorés avec des espèces d'enluminures traditionnelles d'Argentine. Donc, les bus sont magnifiques. Donc, beaucoup d'agitation, beaucoup de petites boutiques. Il n'y a pas de grosses enseignes de par la politique d'importation, on va dire, et de protectionnisme. Par exemple, il n'y a pas des marques comme H&M, Forever 21, des trucs comme ça. Il n'y a pas. Il y a Zara. Donc, c'est beaucoup de petites boutiques. L'avenue principale, on va dire, la passante, elle s'appelle Santa Fe et c'est plein de petites boutiques, des pizzerias, beaucoup de restaurants de viande. C'est vrai que c'est beaucoup de viande, hein, les traditions culinaires argentines. Ouais, beaucoup de viande et beaucoup aussi de cuisine, on va dire, inspirée de l'Italie. De par leur histoire, énormément. Donc, c'est pizzeria, viande, resto de pizza, resto de pâtes. C'est vraiment les 3 trucs que tu peux voir dans la rue partout. Vraiment, pour le coup, la pizza, je te dirais que c'est peut-être plus ce que tu verras le plus quand tu arrives à Buenos Aires, parce que ils en vendent partout. Ça sent la pizza partout et ils sont très fiers de leur pizza parce qu'ils mettent 5 kilos de fromage dessus. C'est une pizza hyper épaisse avec énormément de fromage et à chaque fois si tu parles à un Argentin et que tu dis oui vous aimez bien la cuisine italienne, il te dira non, il y a la pizza italienne et il y a la pizza argentine. Sérieux, excellent. Beaucoup de fromage. Ah ouais, c'est très connu. Il y a même une pizzeria qui est un peu un lieu de pèlerinage où tout le monde vient, que ce soit les Argentins de l'intérieur du pays ou les étrangers, tout le monde va dans cette pizzeria. Elle s'appelle Guérin. C'est vraiment superbe. Et sinon, ces belles avenues avec des grands espaces, les gens aiment bien faire du sport. Enfin, c'est vraiment, il y fait bon vivre dans ces endroits. Tu vois, tu peux marcher pendant des kilomètres sous les arbres. Il y a beaucoup de musées. Ça, c'est magnifique. C'est ce que j'ai aussi adoré à Buenos Aires. Les musées partout. Des musées gratuits qui permettent l'accès à la culture à tout le monde. Et ça, c'est génial. Il y a aussi des ferias, donc c'est des petits marchés de trucs faits d'artisanat, des petites ferias d'artisanat partout dans les parcs, sur les places. Il y a aussi la culture de la place qui est un petit peu comme en Espagne peut-être, la culture de la place. Donc tu as une place avec les petits bancs, les réverbères et puis jusqu'à très tard tout le monde du quartier assis sur les bancs à papoter. Les vieilles dames, elles sont assises jusqu'à très tard sur les bancs, tu vois. Bon, ça, c'est en été quand il fait pas froid, non, mais cette culture vraiment du quartier. Ça, c'est très important à Buenos Aires, la culture du quartier. Très communauté ou? Je sais pas si communauté, mais en tout cas, le quartier, pour eux, c'est vraiment une fierté. Bon, tu vois, c'est aussi lié au football parce que bon, t'as les clubs de foot de chaque quartier aussi. Et donc, bon, voilà, ils sont supporters de là où ils viennent. Les Argentins, il y a beaucoup de choses à apprendre d'eux parce qu'ils adorent leur culture, ils sont très fiers de leurs racines, tu vois. Et même s'ils déménagent, même si, je sais pas, tu viens d'un quartier peut-être de classe moyenne ou un peu plus pauvre, même si plus tard tu déménages dans les beaux quartiers parce que tu as réussi, tu as gagné de l'argent,
Ils resteront, ils te diront toujours de quel quartier ils viennent, ils continueront à aller. Là où les ils ont mecs en grandi, quoi. costard qui bossent dans des banques, ils continuent à aller dans leur quartier manger la pizza avec leur grand-mère. Du coup, malgré cette idylle que tu vis à Buenos Aires, l'histoire avec ton amoureux de l'époque touche à sa fin, mais tu décides de rester à Buenos Aires. Est-ce que tu veux me raconter pourquoi tu as décidé de rester ? Alors non, je peux te raconter ce moment parce que je pense que peut-être des personnes qui sont expatriées par amour entre guillemets ou qui sont expatriées parce qu'ils ont suivi un conjoint ou une conjointe avec qui ils ne sont plus, peut-être que ça pourra aussi les aider ou peut-être qu'ils se sentiront identifiés. Bon, en gros, moi, j'étais quand même très jeune quand je suis partie, je suis restée, etc. Bon, c'est vrai que c'était aussi lié à mon copain de l'époque. Quand j'ai décidé de partir et de vivre toute seule, donc déjà, j'étais avec mon chat que j'ai adopté à Buenos Aires, donc j'étais pas vraiment toute seule, j'étais avec mon chat, mais là, je me suis retrouvée et en fait, j'ai vachement réfléchi à tout le début de mon aventure, donc ça faisait quand même 4 ans, hein. C'était une grande aventure. J'ai réfléchi aux 4 dernières années et en fait, je me suis rendu compte que tous les amis que je pensais avoir comme amis étaient en fait les amis de mon compagnon de l'époque. Ah ouais, dur comme constat, j'imagine. Ouais, exactement. Bah, c'était vraiment dur parce que en fait, je me suis retrouvée sans repère parce que je m'étais accrochée à quelque chose que je pensais qui était à moi. Je pensais que c'était mon environnement, mes amis, les endroits où j'allais, etc. En fait, c'était pas vraiment à moi. Et donc ça, c'est quand même une leçon assez forte que j'ai eue pendant mon expatriation. Je me suis retrouvée sans connaître personne et je me suis dit mais ça c'est un échec quoi. Ça fait 4 ans que je suis là et là je n'ai personne à qui je peux passer un coup de téléphone pour aller boire un verre. Et c'était un peu dur. Et j'ai recommencé du coup ce que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire ok c'est parti, on va construire quelque chose. Où est-ce que je vais rencontrer des gens? Non mais t'es incroyable, absolument rien ne t'abat toi en fait. Ah ouais, c'est vrai que je me suis rendu compte de mes forces par cette aventure. Un petit peu de fierté aussi, de pas dire ah ouais je vais pas rentrer en France maintenant que je suis toute seule, machin. Non, il y avait un peu de fierté et un peu aussi de courage, on va dire, ouais. Et donc là, je me suis inscrite dans un club de kitesurfing. Donc j'ai appris à faire du kitesurf. J'ai rencontré des gens super cool. Je suis allée dans des endroits nouveaux parce que bon, pour faire du kitesurf, donc comme je disais, Buenos Aires c'est sur le bord de la rivière, mais c'est très difficile d'accès parce que c'est un port commercial. Donc je suis allée à l'intérieur du pays. On faisait 5 heures de voiture avec des gens que je connaissais pas à la base, quoi. Je me suis vraiment créé un groupe et ça c'était top. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai retrouvé ce regard un peu de touriste sur la ville parce que je me suis dit si je connais personne au lieu d'aller je sais pas chez une copine ou une ancienne copine boire un café, je vais marcher dans la ville, je vais aller au musée. J'ai recommencé à faire des choses que je faisais la première année de mon expatriation pour retrouver un peu cet enchantement de être un peu touriste dans sa propre ville. Ça a marché ? Et ouais, ça a marché. J'ai adoré. Après, franchement, ça m'a donné un nouveau départ. Je suis restée 1 an et demi après. Donc, j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment adoré ce nouveau départ. Mais c'est vrai que la leçon, c'est il faut pas se perdre, en fait, dans son expatriation. Il faut pas se perdre et toujours penser à soi et à ses propres repères. Parce que moi, j'étais un peu la moule sur son rocher. C'était super confortable parce que les week-ends, j'avais pas à réfléchir ce qu'on faisait. On faisait toujours des trucs cool. Sauf que bon, après, quand c'était à moi, toute seule, c'était un peu plus compliqué, ouais. Bien sûr. Mais alors, je dois t'avouer que je suis un petit peu perdue parce que là, aujourd'hui, tu me parles depuis Berlin, en Allemagne, donc clairement, tu as quitté l'Argentine. Mais là, de tout ce que tu me racontes, j'ai énormément de mal à comprendre, à t'imaginer, même en fait, faire la démarche de dire, moi et l'Argentine, c'est fini. Toi-même, tu me disais, quand on préparait cet épisode, que tu te considères franco-argentine avec validation des amis locaux. Attention, subtilité qui a son importance. Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie de partir finalement ? Alors, j'ai commencé petit à petit à me comparer avec les personnes qui étaient restées en France et à sentir que j'étais un peu en retard. En tout cas, c'est bien une perception qu'on a de soi-même, mais la perception que j'avais de moi-même à l'époque, c'est que j'étais peut-être un peu en retard, que je profitais vachement de ma vie, que franchement, je faisais beaucoup de choses que les personnes en France ne faisaient pas. Mais je me disais, moi, j'ai pas d'économie. Par exemple, en Argentine, à cause de l'inflation, c'est presque impossible d'économiser de l'argent. Ce qui fait que c'est une culture, d'ailleurs, qui vit dans l'instant présent, qui adore dépenser, qui adore profiter. Parce que malheureusement,
ils ne peuvent pas vraiment économiser d'argent à cause de l'inflation et l'interdiction d'acheter des dollars, la limitation très sévère d'économiser en dollars. J'étais pas vieille, hein, j'avais peut-être 25 ans, mais je me disais ouais, mes potes, ils ont quand même un peu plus d'argent que moi de côté. Je me dis c'est pas viable en fait. C'est peut-être pas viable la façon dont je vis. Je trouve ça absolument fascinant, en fait, ce que tu dis. C'est un vrai sujet, je pense, en expatriation, dont on parle finalement assez peu, en tout cas assez peu dans French Expat. Donc, je te remercie d'en parler et d'en parler aussi librement. Je suis désolée, du coup, je t'interromps 2 secondes, mais c'est un sujet qui, moi aussi, tu vois, me parle. Je suis partie, moi, il y a 10 ans, dernière fois que je suis partie aux US, j'avais 25 ans, donc l'âge que tu avais à ce moment-là. Et c'est vrai qu'en fait, tu te rends compte que même si j'aime ma vie au quotidien, je sais pas si c'est un retard, mais en tout cas, ça peut être un retard un peu par rapport aux clichés qu'on te met en tête par rapport à ce que la société en fait attend de toi. Voilà, à 25 ans, là où tu en seras à peu près dans ta vie. À 30 ans, voilà ce que tu auras accompli seul ou en couple. À 40 ans, machin. Et ce qui fait que, tu vois, avec mon mari, qui pourtant, lui, est local, hein, entre guillemets, il est américain, c'est une conversation qu'on a très régulièrement, en fait, sur est-ce qu'on est là où on devrait être ou est-ce qu'on est là où on veut être. Et c'est un vrai gros sujet. Donc, je suis vraiment très intéressée de l'aborder avec toi et de comprendre justement qu'est-ce que tu as fait de cette alarme, en fait. Comment est-ce que tu as traité ce signal d'alarme qui s'est réveillé en toi un beau jour? Ouais, bah écoute, franchement, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, bon, donc moi, mon wake-up call, c'était peut-être l'argent, de me dire, ok, bah là, quand même, je peux pas continuer à demander de l'aide à mon père quand je veux prendre un billet d'avion pour rentrer en France, parce que ça aussi, c'est quand même très cher. Si je voulais voir ma famille, c'était cher. Donc, c'était mon wake-up call, mais effectivement, ce que tu mentionnes sur ce que la société te dit, où tu devrais en être dans ta carrière, voilà, bon. Et puis, la crise du quart de siècle aussi, hein, qui arrive aux personnes qui sont non expatriées, hein. Donc, t'as 25 ans, qu'est-ce que tu fais de ta vie? En fait, t'es parti pour faire quoi? Ce que je me suis dit déjà, je me suis calmée, je me suis dit, dans la comparaison, on va arrêter le biais de négativité de voir tout ce que j'ai pas et on va voir peut-être tout ce que j'ai et tout ce que mes copines n'ont pas expérimenté. Donc, j'ai fait aussi une liste de tous les bons côtés, de toutes les choses que j'ai, de toutes les choses non matérielles ou personnelles que j'avais gagnées dans l'expérience. Et donc ça, c'était déjà un point pour éviter d'être dans un mal-être. C'est génial et clairement impressionnant en fait que tu prennes toujours le temps de transformer ce qui t'arrive en quelque chose de positif qui t'a vraiment appris et qui t'aide finalement dans le futur. Alors oui, c'est pas facile, hein, faut se forcer. Mais c'est vrai que je me suis forcée. J'ai aussi lu des articles sur l'expatriation. Bon, je suis passionnée de psychologie, hein, c'est pour ça que j'en ai fait mon métier. Mais je me suis dit, ok, on est tous dans le même panier. Comment ils font les gens? Donc effectivement, voilà, j'ai pris le temps. Je me suis dit, il faut aussi que je prenne les devants. Donc c'est-à-dire que, ok, si je me sens en retard, si je me sens bloquée, qu'est-ce que je vais faire? Et je voulais pas rentrer en France. Et donc je me suis dit, ok, c'est quoi? Il faut que je change de métier en Argentine. Est-ce que c'est vraiment l'argent? Est-ce que c'est le fait de je sais pas moi, de pas être en couple? Je me suis posé vraiment la question. Et puis j'ai trouvé la réponse. Je me suis rendu compte que en Argentine, je ne voyais plus ce long terme que je voyais avant, qui pour moi est ce qui me permet de vivre sereinement, c'est de voir que ce que je fais dans l'instant présent construit quelque chose. Je me suis dit ok, bon bah ça construit plus grand chose, j'ai l'impression. Et c'est là que je me suis dit, bon, je vais rester expatriée, je veux pas rentrer en France, on va voir comment je peux faire. Et j'ai commencé à me renseigner sur où est-ce que je pouvais aller ensuite. Donc voilà, c'était un peu comme ça que j'ai fait. On va pas avoir le temps, effectivement, aujourd'hui, en tout cas, de rentrer dans les détails de ta vie berlinoise depuis en Allemagne. Mais est-ce que tu peux quand même nous donner les grandes lignes et nous expliquer comment est-ce que tu es arrivée là, du coup? Alors, donc j'ai saisi une opportunité dans mon travail. Donc l'entreprise pour laquelle je travaillais à Buenos Aires avait un petit bureau à Berlin avec 2-3 personnes. Donc une fois de plus, j'ai fait ma petite stratégie et je me suis dit ok, on va pas se précipiter. En fait, un truc qui est important à dire, c'est que j'avais pas envie d'arriver à un dégoût de Buenos Aires parce que j'adore Buenos Aires, j'adore l'Argentine. Je voulais pas que ma situation personnelle me dégoûte ou me fasse voir la ville d'une façon négative. Et je me rendais compte que je commençais vachement à critiquer. Je critiquais l'insécurité, je critiquais la corruption, je critiquais toutes les choses qui vont pas bien et qui m'ont toujours dérangée, qui malheureusement dérangent les Argentins. Mais je commençais vraiment à critiquer. Je me suis dit, ça, c'est pas possible. Il faut partir avant que ce soit ça, avant que j'ai une mauvaise image, en fait. Et donc, j'ai tout fait dans mon travail pour pouvoir être mutée avec la même entreprise, être mutée de Buenos Aires à Berlin.
Et ça, c'était une grande réussite pour moi aussi, de passer de Buenos Aires à Berlin sans stop par Paris. Vraiment, voilà, parachutage. Et là, j'avoue que quand on m'a dit que j'allais partir de Buenos Aires, c'était très dur pour moi. Je revoyais toutes mes expériences. C'était la mélancolie, puissance 10 000. Je voulais même pas faire de soirée de départ. Au final, ils m'ont fait une soirée de départ surprise où il y avait genre 150 personnes. Enfin, moi, j'étais un peu dans un déni. Wow. Là, non, mais moi, je serai toujours à Buenos Aires. Je serai toujours porteña. Et j'étais un peu dans un déni de mon départ, quoi. C'était très dur à gérer pour moi. On arrive à la fin de cet épisode. Une question rituelle que je pose à tous mes invités, c'est est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné ou qu'on aurait dû te donner, enfin qui aurait pu t'aider, je sais pas, te simplifier la vie, il y a 6 ans quand t'es partie, que tu pourrais partager avec nos auditeurs? Un des conseils, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure quand on parlait du coup de quand je me suis retrouvée toute seule, c'est de vraiment effectivement se créer des relations, se créer un network et une vie, mais ne pas perdre de vue son individualité. Peut-être que moi, j'ai trop voulu, mais c'est pas mal parce que pour moi, c'était génial, mais trop voulu me mettre dans la culture et du coup, je me suis peut-être un petit peu perdue des choses que j'aimais moins faire, aller au musée, faire des activités, voilà, qui sont peut-être pas les activités locales. Se mettre à fond dans la culture, c'est bien. Essayer de cultiver quand même un petit peu notre individualité, on va dire, c'est ça. Ne pas se perdre, ou ne pas, voilà, si on est en couple, peut-être. Enfin, moi, pour le coup, vraiment, c'est quelque chose c'était la claque pour moi. C'est ok quand on est en couple avec une personne locale. C'est super, franchement, c'est génial. Moi, j'ai adoré. Mais bien faire attention à garder quand même un peu ses propres amis, ses propres activités, etc. Parce que moi, pour le coup, c'est pas du tout ce que j'ai fait et j'étais bien mal pendant un petit moment. Et ensuite, peut-être un autre conseil où c'est plus pour dire quand on revient dans son pays natal, le reverse culture shock, le choc des cultures inversées, on va dire, c'est aussi quelque chose où il faut être très patient avec les autres. Et avec soi-même, c'est-à-dire que moi, quand je rentrais en France, j'avais du mal parce que je me sentais super différente. Il faut se rendre compte aussi que des personnes qui ne sont pas parties, ils sont à une autre vitesse en fait. Toujours se dire ok, être tolérant avec les personnes qui peut-être ne comprennent pas notre aventure et pas se dire ah oui, il comprend pas ou il s'intéresse pas à moi ou il s'intéresse pas à ce que j'ai vécu. Peut-être se dire, bon, bah voilà, on est sur un rythme différent quand on est expatrié, que ce soit dans le pays d'expatriation ou dans le pays d'origine. Voilà, être tolérant vers soi-même, envers les autres. Complètement. Je suis complètement en phase avec toi. Je pense que c'est un très, très bon conseil. Je pense que quand on part, j'allais dire plus d'1 an, mais en même temps, je pense qu'il n'y a pas vraiment de durée spécifique, il n'y a pas de règle. Mais moi, en tout cas, je sais que ça m'a fait ça. Après 8 mois, je suis rentrée en France. Et en fait, premièrement, déjà, je me rendais compte que la vie, elle a continué en fait, pendant que j'étais partie, sans moi. Donc, c'est un peu difficile de revenir, de revenir dans la vie d'avant, puisque la vie d'avant n'est plus là, en fait. Les gens ont continué de vivre, ils ont fait d'autres trucs, ils ont découvert d'autres choses. Enfin, voilà. Et puis, ça, être bienveillant vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, je suis complètement en phase. Du coup, est-ce que tu as une idée d'à quoi ressemblerait aujourd'hui ta vie si tu n'étais pas partie à Buenos Aires? Oh là là, vraiment, je t'avoue que j'ai jamais pensé à c'est fou. Ah, j'adore les questions comme ça, j'adore les questions qui bousculent. J'ai jamais vraiment pensé, c'est marrant. J'ai souvent pensé si j'étais partie dans un autre pays ou quoi, mais pour moi, c'était tellement une évidence, il fallait que je parte. Je pense que peut-être j'aurais fait le même trajet, le même parcours mental plus lentement. Je pense que je savais ce qu'il fallait que je fasse pour moi-même, je savais de quoi j'avais besoin. Peut-être que j'aurais fait en France, mais de façon plus lente. L'expatriation a été un accélérateur de développement pour moi. Mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça, ça me... Excellent. Alors, pour terminer, l'autre question traditionnelle qu'on pose à la fin de chaque épisode de French Expat, le podcast, c'est: est-ce que tu pourrais nous faire découvrir Buenos Aires en 3 expériences? Ça peut être un truc à voir, à goûter, à sentir, à observer, à vivre tout simplement. Qu'est-ce que ce serait pour découvrir le Buenos Aires de Léopoldine? Donc, je vais commencer par un truc à voir qui n'est pas forcément très classique. C'est un petit peu en dehors de Buenos Aires. Ça s'appelle la Villa Ocampo. Donc, c'est une magnifique demeure, une magnifique villa de Victoria Ocampo, qui était une intellectuelle argentine, très axée libéralisme, féminisme. Elle était amie avec Sartre, avec des écrivains français vraiment...
top level, quoi. Et elle a reçu tout le monde dans sa maison. Et maintenant, on peut visiter cette maison qui est patrimoine de l'UNESCO au nord de Buenos Aires, à Olivos. Et c'est un très, très bel endroit pour se promener, un magnifique jardin. Et il y a encore sa bibliothèque. Elle a créé une revue qui s'appelait Soul, où elle parlait justement de libéralisme. Elle était un peu contre le gouvernement. Et donc, je trouve qu'en tout cas, j'aime bien le féminisme, ça m'intéresse. Et je pense que cette femme est très inspirante. Donc, j'invite tout le monde à soit visiter sa villa, soit chercher sur Internet qui est Victoria Ocampo. Et je crois que c'est la première femme d'Argentine à avoir eu son permis de conduire. Alors, faudra fact-checker ça, mais il me semble que le guide avait dit ça une des nombreuses visites où j'étais allée. Du coup, ça donne envie, en tout cas. Donc ça, c'était la première. Ah, il y a un salon de thé aussi qui est super. Non, c'est vraiment un magnifique endroit. Ensuite, le deuxième, je dirais qu'il faut absolument sortir le soir dans le quartier de Palermo Soho, donc qui s'appelle Soho pour la bonne raison que c'est un quartier qui bouge, qui est artistique, avec plein de rues, avec du street art absolument magnifique. C'est vraiment très agréable et c'est plein de bars. Donc, c'est que des bars. Très sympa. Donc, je dirais, il faut parcourir les petites rues. C'est des toutes petites rues pavées avec des maisons traditionnelles argentines, donc avec un seul étage, très très bas, en couleur, pas en couleur. Allez dans Palermo Soho et si vous allez dans un bar, goûtez la boisson typique que je trouve absolument immonde, mais qui est tout à fait typique. C'est du Fernet avec du Coca-Cola. Voilà. Donc le Fernet, c'est un digestif italien qui a un goût de racine. C'est très amer. Ils boivent ça avec du Coca-Cola. Fernet con Coca, c'est la boisson traditionnelle des soirées en Argentine. Donc, allez dans un bar, buvez un Fernet et envoyez-moi une photo de vous en train de faire ça parce que j'adore. J'aime pas la boisson, mais j'aime bien l'atmosphère. Et ensuite, la dernière chose, je dirais, aller dans le quartier de San Telmo, qui est un quartier très traditionnel, qui pour le coup est exactement le cliché auquel je m'attendais avant de déménager à Buenos Aires. Et là, vous pouvez aller danser le tango, voir des gens danser le tango, voir des personnes habillées en Carlos Gardel et manger de la nourriture traditionnelle d'Argentine, les empanadas, les petits chaussons, soit à la viande, soit au fromage. Donc, le quartier de San Telmo est vraiment magnifique. Et voilà, c'est un bel endroit. Pareil, se promener. Je pense que Buenos Aires, on apprend à connaître Buenos Aires en se promenant. C'est surtout ça. Se promener, boire, manger et discuter avec les gens. C'est vraiment comme ça. Il y a un seul truc, c'est que ils appellent ça le marché artisanal de San Telmo. C'est du made in China. N'achetez pas vos trucs ici. Voilà, c'est le seul petit bémol. C'est très touristique, donc n'achetez pas vos souvenirs là-bas. Mais en tout cas, tout le reste est extrêmement beau, extrêmement traditionnel, très respectueux de l'Argentine, de l'époque, de la grandeur de Buenos Aires. Écoute, merci beaucoup. On va être ravis de mettre ça en vidéo et dans Mapster, donc en vidéo sur Instagram et dans Mapster, l'application, pour retrouver toutes ces suggestions. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin avant qu'on se quitte ? Mon petit mot de la fin, ce serait pour toutes les personnes qui voudraient s'expatrier. Moi, il y a une phrase qui m'a permis de m'expatrier quand j'avais 19 ans et que j'avais super peur. J'étais excitée, mais j'avais super peur. C'est « Si tu attends d'être prêt, tu attendras toujours ». Donc, on n'est jamais prêt pour la belle expérience qu'est l'expatriation. Donc, il faut se préparer, effectivement, ne pas s'envoyer, se parachuter n'importe où. Mais mentalement, il faut foncer parce que c'est tellement beau et je pense pas qu'il y ait d'échec. Il n'y a pas d'échec. Même si on a envie de rentrer au bout d'un mois, ce sera jamais un échec. Voilà. C'est ce que je me suis dit, moi, avant de partir à 19 ans. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Léopoldine pour ce chouette moment qu'on avait passé ensemble il y a de ça déjà 3 ans. Et je vous dis bien entendu un grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je compte sur vous pour en parler autour de vous et pour nous donner des étoiles, voire même des petits commentaires. Ça fait énormément plaisir et ça contribue grandement à la visibilité de notre travail et des épisodes de ce podcast. La semaine prochaine, c'est la rentrée de French Expat et je vous propose un épisode qui risque de vous donner un peu froid.
quand tu immigres et que tu te retrouves dans un autre pays, t'as ton chez toi quand même. Tu rentres le soir. Ouais, bien sûr. Si tu veux te faire ton pain à la française et tu dis, oh, moi j'ai du pain pour demain, tu te fais chier à regarder des petites recettes de croissants pour t'en refaire à la maison, tu vois, ou un tout le genre, tu vois. Et ben, là, tu te retrouves, non. Le repas, c'est eux qui choisissent, c'est les aliments, c'est eux qui te choisissent. On nettoie la station comme eux nettoieraient chez eux aux US. Donc en fait, du coup, tu te retrouves un peu dans le lit des gens, tu sais, un peu dans leur trousse de toilette, un peu dans tout ça. Et donc, t'as plus d'intimité. T'as plus d'intimité. Et donc du coup, c'est pas comme vivre aux US, c'est plus fort. Moi, j'ai trouvé que c'était plus violent sur certains trucs. Parce que du coup, je pouvais pas dire, non les gars, on ne mange pas à 17h30, on mange pas à 18h, on va manger à 19h comme chez moi, tu vois. Parce qu'après, je rentre chez moi. Et voilà. Nous sommes le 2 janvier, au moment où cet épisode sort, alors j'en profite pour vous adresser mes meilleurs vœux pour l'année 2024, une année que je me réjouis de passer à vos côtés. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous dis donc à mardi pour une nouvelle histoire en Antarctique.